Bonjour, Monsieur Christian Moleka. Vous êtes politologue, vous êtes également président de la dynamique des politologues de la RTC. D'abord, pouvez-vous faire un état de lieu sur l'est de votre pays alors que depuis janvier, les combats entre l'armée congolaise et le M23 se sont intensifiés avec la prise de Goma et Bukavu? Et quel est le but du M23? Et d'après vous, va-t-il attaquer d'autres zones? Effectivement, la situation s'est fait que se détériorer, hein. Depuis hier, les 1-23 ont pris à nouveau Kamanyola, qui se trouve dans le sud Kivu et qui est un point pratiquement important parce qu'il est au croisement entre le Rwanda, le Burundi et le Congo et qu'il est sur la nationale numéro 5 et ouvre donc la voie à la ville d'Uvira. Et donc, le fait qu'ils ont pris Kamanyola, qui est un poste très stratégique, fera qu'ils vont descendre sur Uvira et Uvira ouvrira la porte sous le lac Tanganyika et donc la possibilité pour eux d'aller vers le Katanga, donc vers Kalemi. C'est vraiment assez inquiétant en termes de progression parce que autant ça ouvre les perspectives vers le sud, le Katanga, qui est une province stratégique parce qu'elle est une province minière, mais elle est une province également de l'opposition parce que c'est la province de l'ancien président Kabila et de Moïse Katumbi, où certainement il y aura énormément de frustrés politiques, mais également des sécuritaires, des anciens dignitaires de l'appareil sécuritaire katangais, qui pourront éventuellement rejoindre la dynamique. On a d'ailleurs vu il y a quelques jours un communiqué signé par notable katangais qui appelait la résistance et qui laisse penser qu'on peut assister je dirais, une avancée fulgurante dès que le mouvement atteindrait le Katanga. Ensuite, il y a la possibilité pour le mouvement de continuer vers le nord. Les combats se déroulent maintenant vers Lubero, et donc avec des possibilités de s'étendre également vers la province de la Chopo, vers Kisangani. Donc, vous avez un mouvement qui ne semble plus s'arrêter parce qu'en face, l'armée décroche et que les Burundais qui servaient des verrous au sud Kivu ne semblent plus disposés à se battre. Et on a donc aujourd'hui le sentiment qu'on a un boulevard devant ces mouvements rebelles et qu'ils avancent maintenant sans limite et ça peut augmenter les perspectives. Si hier les perspectives étaient négociées autour de Goma, aujourd'hui les avancées militaires vont faire augmenter les enchères du M23. D'accord. Et donc, face à cette avancée du M23 dans le sud et dans le nord, quelles mesures Kinshasa a-t-elle prises? Et étant donné la distance entre l'ouest et l'est et le problème de transport, quelle est la stratégie du gouvernement central pour reprendre ces régions occupées, d'après vous? Bon, le gouvernement a promis une riposte rigoureuse. Tout le monde attendait une contre-offensive menée par l'armée. Le gouvernement met l'accent sur la diplomatie, le soft power jusque-là, en cherchant des sanctions et semble de plus en plus plaider pour une reprise du processus je dirais, EAC-SADC, qui a parlé de cessez-le-feu et d'une rencontre des états-majors conjointes. Mais cette approche diplomatique ne semble pas s'accompagner à ce jour d'un volet militaire pour équilibrer les forces. Donc, à ce stade, le gouvernement met davantage l'accent sur la diplomatie et semble travailler également à trouver d'autres alliés militaires. On parle de plus en plus des contacts entre Kinshasa et le Tchad. Et peut-être que la solution pour Kinshasa militairement, c'est de trouver d'autres alliés militaires comme le Tchad qui pourraient venir en soutien. L'ONU, l'Union africaine et des pays comme la Chine appellent à un cessez-le-feu immédiat et au respect de la souveraineté et de la sécurité de chaque pays. D'ailleurs, la Chine soutient la résolution des problèmes africains par les Africains. Pensez-vous que les initiatives comme les sommets de la SADC, donc la communauté de développement de l'Afrique australe, et de l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, peuvent mener à une solution durable? Durable, je ne pense pas à l'accalmie, oui, à un gel des conflits, parce que ça permettra de parler. Si tant est qu'on mettra suffisamment de la pression sur les pays, notamment le Rwanda, pour les ramener sur la table de la négociation, ça peut amener à un gel de conflit, mais fondamentalement, ça ne va pas régler le problème, parce qu'il y a des problèmes de fond qui sont liés, par exemple, à la construction de l'État au Congo, aux réformes structurelles de l'appareil sécuritaire, qui ne trouveront pas de réponse au sein des sommets régionaux. Il y a également des questions, je dirais, des coopérations transfrontalières ou des questions de pillage des ressources qui ne trouveront pas uniquement des solutions au niveau de sommet, qui appellent à une volonté politique des États. Et donc, oui, ça peut donner des solutions à court terme, geler les conflits, à favoriser des approches négociées, mais fondamentalement, il faut trouver des problèmes, des réponses à l'intérieur du Congo en termes de stabilité, mais également au niveau régional
en termes de contrôle des ressources des minières, de fin au pillage au commerce illicite, mais également à des coopérations régionales qui permettent la stabilité. Donc, c'est un petit peu la résolution des problèmes de l'Afrique centrale par les peuples, les habitants de l'Afrique centrale. Je crois qu'à ce moment, le conflit a dépassé les limites des habitants de l'Afrique centrale. Parce que lorsqu'on parle des enjeux, des enjeux miniers derrière, les Africains ne consomment pas les miniers. Ce sont des pays relais, des pays producteurs, mais les grands consommateurs des minerais sont je dirais, l'économie monde. Et donc, ces pays de l'économie monde ont un rôle à jouer. On ne peut pas laisser ce conflit uniquement la ramener à une question simplement africaine, alors que les vraies chaînes d'approvisionnement alimentent l'économie monde. Cet enfermement à vouloir régler le conflit au niveau africain peut tomber dans un piège de bloc parce qu'on a aujourd'hui deux positions opposées entre le bloc SADC et le bloc EAC et qui peut même nous amener dans une logique de confrontation régionale. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut sortir de la logique régionale et de la logique africaine et intégrer tout le problème dans une logique internationale qui tienne compte également des enjeux économiques derrière. D'accord. En fait, tout à l'heure, vous avez déjà parlé un peu des racines de ce problème parce que cette crise dans l'Est de la RDC dure depuis des décennies et elle est souvent attribuée à des conflits ethniques ou bien à la concurrence pour les ressources. Vous avez parlé du pillage de ces ressources. Dans quelle mesure cette situation est-elle liée à l'héritage colonial, comme par exemple la politique de diviser pour régner? Déjà, c'est lié à l'histoire coloniale parce que les États africains sont des États qui sont hérités de la colonisation et beaucoup de pays, notamment le Congo, n'ont pas travaillé à se réapproprier l'appareil de l'État et d'en faire un objet, je dirais, de bonheur collectif. Vous avez un appareil d'État qui est resté dans une logique de pression, de répression et même parfois de travailler contre le peuple. Donc, vous avez des problèmes qui sont liés à la constitution étatique au fait que les États africains ont précédé la nation et qu'il fallait travailler à construire la nation, la cohésion, le vivre ensemble, mais également du fait que le modèle économique de la région est un modèle colonial basé sur l'exportation des matières premières et donc de chaînes des valeurs internationales qui ne favorisent pas une collaboration régionale. Vous n'avez pas, par exemple, un modèle économique où des produits congolais sont consommés dans les pays voisins il renforcerait les vivre ensemble, ou inversement, il y a davantage ce modèle économique basé sur l'exportation des ressources primaires, notamment minières, vers l'international et qui alimente les conflits. Et donc, il y a fondamentalement ces questions des fonds à vivre et après, il y a des problèmes identitaires, c'est vrai, liés notamment aux questions communautaires au niveau local, le vivre ensemble, des régimes fonciers, l'accès à la terre et à l'accès aux ressources qui demeurent des chantiers d'un modèle étatique aujourd'hui dépassé. Les problèmes, notamment pour le Congo, c'est de refonder un État qui a montré toutes ses limites et qui est pratiquement dans une forme de liquidation. Et en tant que politologue, quelles solutions proposez-vous pour briser ce cycle de violence? D'après vous, faut-il donner la priorité au dialogue direct avec le M23 ou bien il faut s'attaquer aux racines économiques comme l'exploitation illégale de minerais? Moi, je crois qu'il faudrait garder toutes les possibilités sur la table. Il faut garder la possibilité d'avoir un dialogue avec les problèmes à ce stade se refusent à tout dialogue direct avec les 123 et l'inscrit uniquement dans le cadre du processus de Luanda. Il faudrait également apporter des réponses économiques parce que derrière la guerre, il y a des enjeux économiques en termes d'accès aux ressources, mais en termes également de coopération transrégionale. Après, fondamentalement, il faut que le Congo travaille à refonder l'État à refonder son appareil régalien. On ne peut pas sous-traiter sa sécurité. La sécurité doit être une question d'État et donc c'est à l'État congolais de refonder son appareil sécuritaire pour être à même de dissuader ceux qui ont les ambitions d'occuper ces terres ou ces ressources. Merci pour votre éclairage sur la situation dans l'est de votre pays. Merci. C'est moi qui vous remercie.